Donc bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à ce webinaire qui est organisé par les CCI d'Occitanie en partenariat avec EDF sur les grands enjeux et les opportunités en Euh, France et en Occitanie de la filière Excuse-moi, nucléaire pour les entreprises régionales. Oui, ouais, excuse-moi, il y a le président Giraudier qui est en salle d'attente. oui. Ah, alors j'arrive pas, je le vois pas. Je ne le vois pas. On vous renvoie le lien, président. Ouais, mais Ok, ouais, on bien. vous renvoie un lien. Donc c'est les aléas de Teams et du direct. Donc voilà, donc c'est un webinaire qui est organisé sur les grands enjeux et les opportunités en France et en Occitanie de la filière nucléaire pour nos entreprises régionales, donc qu'on organise en partenariat avec EDF. Donc moi je suis Flavien Solaire, je suis le responsable régional digital et industrie du futur de la CCI Occitanie, et c'est moi donc qui vais animer aujourd'hui ce webinaire avec mes collègues des CCI du Gard et du Tarn-et-Garonne. Voilà. Donc avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet avec nos différents intervenants, quelques précisions concernant le déroulement de ce webinaire. Donc, comme vous l'avez constaté, vos micros et caméras sont désactivés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, on essaiera d'y répondre si c'est possible en cours de webinaire. Sinon, à la fin de chacune des interventions, donc on fera une petite voilà, séance de questions-réponses. Et à la fin du webinaire aussi, on fera une synthèse et une séance de questions-réponses. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube de la CCI Occitanie en replay. Nous avons vos adresses mail, donc nous vous transmettrons également par mail les présentations et les contacts utiles pour aller plus loin. Alors, concernant le programme de notre webinaire aujourd'hui, nous allons donc évoquer le contexte national et régional du nucléaire, les enjeux économiques et en termes d'emploi dans les prochaines années de cette filière, les opportunités qui sont proposées donc par la filière nucléaire. Et puis, on va vous faire un petit focus sur l'accompagnement qu'on propose aux entreprises dans le domaine du nucléaire, donc accompagnement proposé par les CCI. Alors, nos intervenants pour présenter tout ce programme, donc nous avons Éric Giraudier, j'espère qu'il a pu rentrer donc dans le webinaire. Donc, Éric Giraudier, qui est le président de la CCI du Gard et du groupe de travail régional nucléaire des CCI d'Occitanie. Nous avons Sylvain Vidal, qui est le directeur de l'action régionale EDF Occitanie. Nous avons Christian Julien, qui est le responsable de l'ancrage territorial du CNPE de Golfech, donc la centrale nucléaire de Golfech. Pascal Joulin, donc mon collègue de la CCI Normandie, directeur de Provet. Et puis Angélique Guéral, qui est chargée de développement économique de la filière nucléaire, donc dans la CCI Tarn et Garonne. Voilà, donc le programme étant très chargé, je vais passer la parole directement à Monsieur Giraudier. Giraudier, je ne sais pas si vous êtes là, Président, pour présenter donc, introduire ce webinaire et présenter le groupe de travail. Sinon, Eric Oleski, peut-être que tu peux présenter le webinaire, enfin la slide. Eh bien, écoute, je vais prendre le relais. Je pense que le président a eu un petit Ouais. contretemps. Là, il va pouvoir se connecter. Il aura certainement un mot à nous dire. Mais voilà, donc l'objectif de ce groupe de travail nucléaire Occitanie, donc sur les 13 départements d'Occitanie, c'est parti tout simplement du constat au niveau des grands donneurs d'ordre qui avaient un plan, j'allais dire, un plan assez important d'investissement à venir avec un nombre d'emplois conséquent à la clé. Je ne vais pas déflorer le sujet, je laisserai les différents intervenants revenir dessus. Mais face à ces enjeux, la CCI a voulu se mobiliser un petit peu pour jouer un petit peu l'interface entre les donneurs d'ordre et les entreprises qui pourraient être intéressées, parce que les besoins vont être importants. Donc il y aura bien évidemment les sous-traitants habituels de la filière, mais les donneurs d'ordre devront certainement s'appuyer sur de nouveaux prestataires face à, j'allais dire, à des marchés qui sont assez conséquents. Donc, quelque part, bon, là, sur cette slide, on voit un petit peu dans les grandes lignes les objectifs de ce groupe de travail. Donc, justement, bon, promouvoir la filière, bien évidemment, mais surtout bien déterminer ses besoins pour aller chercher les entreprises, communiquer auprès des entreprises qui seraient intéressées d'aller sur cette filière, de pouvoir se raccrocher à nos travaux.
Un gros travail, bien évidemment, de sensibilisation. Ben, le webinaire de ce matin en est une illustration. Bien évidemment, informer sur les opportunités de marché, ça, on vient de le dire. On le verra après. On fera un petit zoom sur CCI Business Occitanie, notamment sur la communauté nucléaire. Tout ce qui va être l'animation de réunions d'information, on a déjà lancé quelques opérations, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a une opération qui avait été faite dans l'Aude au mois de mai avec le groupe Orano. Évidemment, après, toute la promotion, j'allais dire, j'allais dire des nouveaux réacteurs, que ce soit le PR2 ou les SMR, sur la région Occitanie. Voilà. Donc, et bien évidemment, après, il y a le volet formation qu'on n'a pas laissé de côté, sur lequel on s'est appuyé sur l'Université des métiers du nucléaire, et puis voilà, l'information sur les organismes de formation en Occitanie. Voilà. Voilà un petit peu les objectifs de ce groupe de travail. Merci Eric. Donc du coup, là, je vais passer directement la parole à Ah, Monsieur Ouais, Vidal. alors, je crois que oui, le président est connecté, me semble-t-il. J'ai Ah, reçu, ouais. j'ai reçu un d'accord. petit message. Est-ce Bonjour que Président. Oui, oui, il est connecté. Ok, on va, président, vous êtes connecté. on va lui laisser la parole? C'est bon pour vous? Non. Il voit rien à l'écran? Bah écoute, je vois pas. Bah écoute, on va peut-être passer à la présentation de le président pourra peut-être intervenir après EDF Ok. parce que voilà. Donc du coup, Ouais. ben voilà, je suis Bon. un peu désolé pour ces problèmes techniques. Donc du coup, Ouais. Monsieur Vidal Ben et écoute, Monsieur Julien, je vous laisse la main. Donc Monsieur Julien, si vous voulez peut-être partager l'écran et votre présentation. Oui, donc on va faire cette présentation à deux voix avec Christian Julien. Donc je suis Sylvain Vidal, hein, je suis directeur de l'action régionale d'EDF pour l'Occitanie. Donc mon job d'assurer la représentation et la coordination du groupe sur l'ensemble de l'Occitanie. Pendant que Christian envoie la presse. Et puis évidemment, si le président Éric Giraudier se connecte, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Il nous appartient un peu à tous les deux de planter le décor des enjeux. Moi, ce que je voulais mettre en évidence à travers ma rapide présentation, c'est comment les enjeux de la filière nucléaire s'inscrivent dans les enjeux énergétiques régionaux et nationaux. Et au-delà de ça, même, je dirais, dans les enjeux énergétiques européens, parce qu'évidemment, il faut identifier ces enjeux énergétiques nucléaires avec une vision internationale et européenne, dans un contexte où, très clairement, depuis la guerre en Ukraine, la compréhension de la plupart des pays sur l'enjeu que portait le nucléaire et les opportunités qu'offrait le nucléaire, à la fois en termes d'indépendance énergétique, d'enjeux climatiques, c'est-à-dire de décarbonation, a pris un essor très important, et on est dans un contexte où aujourd'hui l'opinion publique est très favorable au nucléaire. Et on voit beaucoup de pays en Europe, je pense à la Pologne, Ouais, à Fabien, c'est l'Italie. Arnaud. Le président est connecté normalement, hein. Ouais, pas de souci pour moi, hein, si Eric va intervenir. Je poursuis? Oui, 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 oui. Oui. Et donc, on a beaucoup de pays en Europe qui se positionnent pour le nucléaire. Je pensais à ceux qui historiquement le faisaient, en particulier la Grande-Bretagne et la France, mais aussi on voit que l'Espagne se pose des questions, l'Italie a décidé de lancer le nucléaire, la Pologne, la Belgique aussi. Donc voilà, on est dans un contexte industriel favorable qui est important. Et puis, voilà, mon job, alors moi je vais plutôt, même si je suis EDF, m'exprimer un peu au nom de la filiale, essayer de vous donner un peu une vision globale de comment cet enjeu sur le nucléaire s'inscrit dans les enjeux énergétiques régionaux et français. Bon, juste là, vous l'avez à l'écran très rapidement pour vous donner un enjeu de l'empreinte du groupe EDF en Occitanie qui porte évidemment pas que sur le nucléaire, hein, puisque
nous représentons plus de 9600 salariés. Et je veux dire, et les opportunités, évidemment, de travailler ensemble sur les enjeux énergétiques n'adressent pas que le nucléaire, puisque, bon, aujourd'hui, dans le nucléaire, on est représenté à travers, évidemment, la représentation du CNPE de Golfech, dont fait partie Christian Julien, qui est avec moi, et puis Caudalie sur le gaz rhodanien, sachant que la filière, évidemment, EDF n'est pas le seul acteur de la filière. En particulier, nous avons deux grands donneurs d'ordre que sont Orano et le CEA, qui sont aussi évidemment prépondérants sur le territoire. Et puis, je ne vais pas le détailler, vous voyez à travers cette carte notre représentation, avec en particulier, et certains d'entre vous sont peut-être en partenariat avec nous sur certains sujets, en particulier le poids de toute la filière hydraulique. Christian, si tu peux passer au slide suivant. Alors, j'ai peut-être un peu de décalage. Non, c'est moi qui. Voilà. Donc, juste quelques mots, mais ils sont importants sur la stratégie nationale que porte la France en matière de neutralité carbone, qui vise globalement à atteindre une neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce contexte-là, pour y arriver, il y a un premier point qui est évident, c'est comment on arrive à consommer moins d'énergie, quelle que soit cette énergie, en favorisant les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Et ensuite, le deuxième volet, c'est de globalement décarboner la production d'énergie en substituant au fioul, au charbon, au gaz, par des énergies décarbonées. Et l'électricité a vocation à prendre une part importante. C'est ce que vous voyez apparaître rapidement sur le petit graphique de droite, qui à l'horizon 2050, c'est l'ambition qui est affichée. Vous voyez que l'ambition qui est affichée, c'est de réduire les consommations d'énergie de l'ordre de 40%, et en même temps, par une substitution des usages, d'augmenter les consommations potentielles d'électricité de 28%. Donc, on est dans un contexte où on va avoir des besoins croissants d'énergie électrique, d'électricité, qu'il va falloir en fait assurer par la construction de moyens nouveaux. Donc, c'est évidemment ce qui va apparaître en particulier à travers le nouveau programme de nouveau nucléaire, mais ça va être aussi la nécessité de renouveler un certain nombre de moyens existants, sachant que pour une partie du parc de production d'énergie nucléaire en France, les premières centrales ont été construites à la fin des années 70. Donc évidemment, quand on se projette à l'échéance de 2050, même si on fait un travail important pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, vous voyez qu'il y a un enjeu important à ce niveau-là. Avec un deuxième point important qui est dans le programme du nouveau nucléaire français. Il y a deux volets qui sont le programme des grosses structures qu'on appelle les EPR2, c'est-à-dire les grosses centrales, et je vais y revenir. Et puis évidemment le volet SMR, mais je pense qu'on y reviendra dans nos échanges. Là, je vous ai donné à travers ce petit slide, là, on vous donnera tous ces éléments-là, un élément qui est partagé en fait au niveau du projet stratégique d'EDF, qui vous voyez sur la partie de gauche, qui pour l'Occitanie, c'est ce que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous, évidemment on peut le faire à différentes mailles géographiques, donne les émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité, c'est ce que vous voyez sur le cadran de gauche, sachant que sur notre région, on a des émissions de gaz qui sont majoritairement issues du transport, le transport de marchandises, et de personnes. Et ensuite, les autres domaines sont couverts ensuite par la partie résidentielle, tout ce qui est chauffage principalement. Et puis ensuite, les autres secteurs, sachant qu'on est plutôt dans une région où on a une industrie qui est peu carbonée, c'est-à-dire qui est peu émettrice de gaz à effet de serre, comparé à d'autres bassins industriels pas très loin de chez nous, je pense en particulier au bassin de Fos-sur-Mer. Et vous voyez ensuite sur le deuxième camembert, en partant de la gauche, comment se répartit cette consommation d'énergie par secteur.
qui est une autre lecture du bilan énergétique occitan. Et donc, il y a donc un potentiel, partie de droite, un réel potentiel d'électrification des usages, parce que, j'insiste un peu sur ce point, parce que ce qu'il faut arriver, si on veut relever cette ambition de globalement arriver à une neutralité carbone, il faut à la fois développer des moyens de production décarbonés, nucléaires, photovoltaïques, éoliens, mais il faut aussi en même temps se mobiliser sur la conversion des usages. Sinon, on va avoir un problème je veux dire, de déséquilibre entre la production qu'on aura développée et les consommations énergétiques. Donc là, on voit très clairement à travers ce camembert de droite qu'il y a un potentiel important, sachant que les produits pétroliers représentent encore aujourd'hui en Occitanie plus de 58% des consommations énergétiques. Et sans parler des consommations qu'on peut avoir en particulier sur le gaz naturel, qui est aussi une énergie qui est carbonée. Donc, on a une décarbonation des énergies qui est déjà largement engagée, mais qui doit se poursuivre dans une région où on a la chance d'avoir un potentiel de développement économique et démographique qui, même si aujourd'hui on rencontre quelques difficultés, qui, quand on se projette à moyen terme, présente un potentiel qui est important. Donc, Christian, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Yes. Merci Christian. Bon, donc là, vous avez en quelques lignes rappelé les éléments sur le programme, le nouveau programme nucléaire en France, qui repose sur, très clairement, d'abord sur le programme, ce qu'on appelle EPR2, c'est-à-dire la nouvelle génération de centrales nucléaires, dont l'annonce a été faite en février 2022 par le président de la République de lancer un premier programme de 6 tranches de PR2 sur 3 sites. Le site de Penly, et nous avons un représentant de la CCI Normandie qui pourra largement revenir sur la collaboration qu'il y a entre la CCI Normandie et le groupe EDF en Normandie. Ensuite, le site de Gravelines qui se situe dans le nord, à côté de Dunkerque. Et enfin, le site de Bugey, qui est à proximité de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on est en face d'un enjeu de relance qui est stratégique. Pour vous donner un ordre de grandeur, à la fin des années 70, dans les années 80, on sortait de l'ordre de 2 à 3 tranches nucléaires par an. Hein, c'est ça qu'on a fait pendant quelques années en France avec une filière très solide. Ensuite, depuis, on a, je dirais, enfin mis en service la paire de tranches de Flamanville, toujours en Normandie. Mais donc, on a un enjeu de réindustrialisation qui est majeur et qui est à relever par toute une filière qui est aujourd'hui fédérée autour du GIFEN, qui, pour les acteurs qui sont de l'aéronautique, est un peu l'équivalent du GIFAS dans l'aéronautique. Ce qui a été acté aussi, c'est le principe de travailler sur ensuite 8 tranches additionnelles, donc sur lequel, vous le savez sans doute, le site de Tricastin a été évoqué, hein, donc aucune décision n'est prise à ce stade, mais c'est un site potentiel d'accueil de ces 8 PR2 additionnels. Et donc, nous concernant pour EDF, nous travaillons actuellement avec le gouvernement sur à la fois comment optimiser le temps de construction de ces centrales et le coût de construction, sachant que sur des objets de cette envergure-là, évidemment, le facteur délai dans la construction est un facteur essentiel et très, très impactant sur le coût final de la construction. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième, c'est quelle est la répartition du financement entre l'État et EDF, sachant que quand on regarde tous les programmes nucléaires qui se font aujourd'hui dans le monde, aucun objet de cette envergure-là n'est fait sans qu'il y ait, je dirais,
un soutien ou une participation de l'État au financement du projet. Mais là aussi, on pourra, avec la CCI, pardon, avec la CCI Normandie, revenir sur le sujet. Sur le slide suivant, ce que je voulais juste vous mettre en évidence, c'est que vous voyez à travers cette petite carte, en fait, quel est le niveau d'émissions de CO2 de production par pays en Europe, et y compris en Russie. Évidemment, plus les couleurs sont dans le vert, plus ça veut dire que les émissions de carbone de la production sont faibles. On est en France, grâce au nucléaire, à un niveau d'émissions très très faible, et très clairement le plus faible d'Europe, hormis, si vous voyez, les pays nordiques là, qui bénéficient d'une capacité de production hydraulique très très importante. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'avantage qu'a la France, c'est d'avoir une production énergétique qui, maintenant que nous avons traité le problème de corrosion sous contrainte sur le parc nucléaire existant, est abondante. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2024, on a exporté l'équivalent de la consommation de la Belgique en 2024. Donc on a retrouvé aussi je dirais, une sécurité, une fiabilité de notre parc de production nucléaire qui fait référence. Et voilà, je voulais planter ces éléments donc pour vous et terminer sur cette note européenne, parce que je pense que si vous êtes tous aujourd'hui des représentants d'entreprises en Occitanie, il faut à la fois voir les enjeux du nucléaire comme des opportunités sur notre territoire, et très clairement il y en a. Christian y reviendra à travers les opportunités que peuvent offrir déjà le parc nucléaire existant, la perspective d'implantation de SMR sur le site de Marcoule, la proximité de la centrale de Tricastin, donc il y a, je dirais, un potentiel de marché sur l'Occitanie qui est déjà important. Mais évidemment, c'est une filière, lorsqu'on veut y accéder, qui nécessite pour une entreprise qui veut y aller le besoin évidemment de répondre aux critères d'exigence de sûreté et de qualité qui sont nécessaires évidemment dans cette industrie nucléaire. Mais il faut aussi le voir pas comme une opportunité d'activité en Occitanie, mais très clairement dans une opportunité d'activité en Europe. Et les entreprises, clairement, qui feront le choix d'y aller et d'investir ce marché, auront des opportunités de marché très clairement à moyen et long terme sur un cadre géographique qui est assez large. Voilà ce que je voulais peut-être en propos introductif partager avec vous. Et je laisse Christian revenir de manière plus précise sur la filière nucléaire française et son positionnement dans l'écosystème régional. Merci Après, je ne sais pas si beaucoup. on prend les questions au fur et à mesure. Enfin voilà, je suis à dispo. Et je l'ai dit en préambule, je ne sais pas si tout le monde était là. Me concernant, je dois me libérer à midi. Mais Christian Julien, lui, pourra rester jusqu'à la fin du webinaire. Ça marche. Il Ok, y a- ben il y a merci juste, beaucoup. alors juste Christian, il y a juste une question pour vous, Monsieur Vidal, vu Oui. que voilà, la question c'est est-ce que vous avez la projection à 2050, consommation-production pour la région, comme vous l'avez montré à l'échelle nationale? Alors, si on revient peut-être alors attendez, Christian, c'est le slide avec les petits, voilà, celui-ci. Donc, globalement, si vous voulez, ce qu'on voit, alors, quand on parle de votre question, c'est la production. Je parlerai plutôt d'ambition si on veut répondre au scénario de bas carbone. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que vous le voyez très clairement, l'enjeu numéro un sur l'Occitanie, c'est la question du transport. Hein, c'est ce qu'on voit apparaître sur le petit slide de gauche, sur lequel, évidemment, la décarbonation du transport, elle passe par, bon, évidemment, en particulier pour les zones urbaines, le développement de transports collectifs, et après, elle passe principalement par la conversion de véhicules aujourd'hui qui fonctionnent à l'essence ou au fioul par de l'électricité ou de l'hydrogène. Donc ça c'est le premier point qui est important.
Donc après, si vous voulez, en termes d'ambition, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la caractéristique de l'Occitanie, c'est que on produit globalement en Occitanie l'électricité qui est consommée, avec une répartition, je fais simple, 50% assurée par la centrale de Golfech, 30% par l'hydraulique et 20% par les énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque. C'est ça l'ordre de grandeur. On a une vision sur laquelle, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a une vision sur laquelle on voit un développement de l'électricité qui sera sans doute supérieur à celui qu'on voit au niveau national, parce que le poids du transport est important et parce qu'aussi on est dans une région qui est en croissance démographique importante, hein, puisque vous savez qu'en Occitanie, on accueille de l'ordre de 40 000 nouveaux habitants par an. Donc là, il y a un potentiel important, avec aussi des ambitions en matière de développement industriel qui reste importante. Donc, si vous voulez, ce que je pense, je n'ai pas les chiffres précis, mais que globalement, il faut viser sur l'Occitanie une augmentation à l'horizon de 50% à l'horizon 2050 des consommations, qui est supérieure au chiffre que je vous ai donné de 28% au niveau national. Excusez-moi pour ne pas être plus précis sur la réponse, mais voilà en quels termes je peux y répondre quand même. Merci beaucoup. Christian, je te laisse la suite. Eh bien, oui, parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Tu as déjà passé beaucoup de messages clés. Moi, il m'appartient peut-être de les détailler un peu. Alors, donc, bonjour à tous. Les premiers éléments, c'était de bien se redire ensemble qu'est-ce que c'était que la filière nucléaire. Donc, Sylvain a donné un certain nombre d'éléments déjà. Bon, on voit que c'est d'abord des exploitants nucléaires. Alors, EDF, avec ici sur la carte les réacteurs en exploitation, mais également les petits points roses, là, c'est les futurs EPR. Sylvain a cité les lieux déjà, et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout ce qui tourne autour du démantèlement des anciennes centrales. Donc, on retrouve des choses autour de Crémalville, autour de Chinon, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour l'exploitant EDF. J'ai mis un petit clin d'œil avec New World, qui est la filiale d'EDF qui a pour mission de travailler sur, je dirais, le SMR fait par EDF. Voilà à peu près pour la photo EDF. Après, dans le paysage, en tant qu'exploitant, vous avez... ici, j'ai mis un flux de déchets nucléaires, donc c'est pour tout ce qui tourne notamment autour de l'ANDRA, qui retraite un certain nombre de choses. Après, on a aussi ici un élément combustible, donc là c'est plutôt le domaine, on va dire, de Orano, hein, qui quand même, voilà, qui est sur cette spécialisation depuis la mine jusqu'aux éléments combustibles qu'on met dans le réacteur. Et puis, bien sûr, alors je n'ai pas mis de photo pour illustrer, il y a le CEA qui est un acteur aussi incontournable, en particulier dans le domaine de la recherche, mais pas que. Bien sûr, pour compléter la filière, il y a les exploitants, mais il y a après toutes les entreprises plus ou moins spécialisées qui travaillent pour cette filière. Donc, les chiffres qu'on peut trouver à ce sujet, donc vous voyez, l'ordre de grandeur, c'est 3000 entreprises qui composent la filière, avec une caractéristique importante qui est qu'il y a 85% de TPE-PME, la moitié aussi qui sont exportatrices. Donc ça donne un peu une précision. Et j'ai regardé précisément sur les 3000 de la filière, il y en a 700 qui sont des entreprises qualifiées par EDF. C'est-à-dire qui ont, entre guillemets, la capacité de répondre aux appels d'offres en rang 1 auprès d'EDF. Voilà. Donc, par ces chiffres-là, on voit que la filière, je dirais, fait appel à quand même pas mal aux PME et à la sous-traitance. Voilà. Après, vous avez un chiffre sur le chiffre d'affaires global de la filière, 47 milliards. Bon, après, on verra des chiffres plus occitans tout à l'heure. Et en nombre d'emplois, c'est 220 000 emplois directs et indirects. Voilà.
Voilà, pour quelques, je dirais, ce transparent, il nous permet de visualiser un peu ce que c'est et que la filière et ce que ça pèse. Alors, quand on regarde la filière, on ne peut pas faire abstraction on va dire, de tout l'écosystème, j'ai envie de dire, qui tourne autour. C'est comme ça que j'ai représenté. Parce que cette filière, elle est complexe. Alors, vous avez, je dirais, en haut à droite, tout ce qui tourne autour, à la fois je dirais, des politiques, hein, gouvernement et président de la République, avec le Conseil de politique nucléaire, vous avez les ministres de tutelle, vous avez l'autorité de sûreté. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de ce qui a été mis en place pour fédérer les différentes filières en France, et le nucléaire en fait partie. Donc, vous avez un comité stratégique de filière, et puis un pôle de compétitivité qui est organisé autour de Nucléaire Vallée, qui fédère 400 membres. Voilà, donc ça, c'est ce qui est mis en place par, j'ai envie de dire, par le gouvernement, ou l'État, plus exactement. Et ensuite, Sylvain l'a évoqué tout à l'heure, il y a la structuration de la filière autour du GIFEN, avec, entre guillemets, son bras armé pour assurer tout ce qui tourne autour du recrutement, des formations et des compétences. Vous avez l'Université des métiers du nucléaire, qui est en place depuis quelques années maintenant et qui est active aussi dans notre région. Et bien sûr, les associations régionales de prestataires qui sont là aussi pour aider et travailler avec les entreprises qui sont sur nos différents sites nucléaires. Donc voilà, quand on a vu ces deux transparents, je dirais, on a une bonne vision un peu synthétique de notre filière. Alors après, je vais essayer de faire le même exercice en région, mais ça, Sylvain l'a déjà un peu évoqué dans ses propos. Au niveau géographique, dans la région, on retrouve les 4 unités de 900 MW de Tricastin, ici à l'est. Bon, on retrouve le site de Marcoule. On retrouve ensuite, quand on se déplace sur Narbonne, on retrouve plutôt Orano, Malvézy. Et puis, à l'ouest, bien sûr, on retrouve nos deux unités de production de 1300 MW. Alors, ce qui est intéressant dans ce transparent, c'est de regarder les chiffres de la filière en Occitanie. Alors, au niveau des emplois, c'est autour de 12 000. Ça fait à peu près 5,5%. Moi, j'ai regardé les entreprises qualifiées pour travailler en rang 1 avec EDF. Il y en a 22. Donc, à rapporter aux 700 au niveau national. Donc, on est à 3%. Et finalement, c'est peut-être qu'on peut retenir de manière un peu globale, c'est que la filière nucléaire en Occitanie, voilà, c'est entre 3 et 5%, je dirais, des enjeux de la filière nationale, quoi, que ce soit qu'on parle de chiffre d'affaires, qu'on parle d'emploi ou de nombre d'entreprises. Voilà. Donc, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a sûrement un poids historique. Parce que quand on regarde des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes, forcément, ils sont plutôt autour de 50% de la filière. Pourquoi? Parce que la filière, elle a démarré autour de Framatome, à Chalon-sur-Saône et autour de cette région. Donc, il y a un gros effet historique. Mais aujourd'hui, il y a des opportunités pour développer la filière occitane, déjà avec les sites qui sont en Occitanie, mais pas que. Il y a des sites quand même qui sont proche géographiquement, il y a toute la vallée du Rhône, il y a aussi Blayais en Gironde, et puis bien sûr, il y a le territoire national avec les EPR, et puis même l'Europe, Sylvain l'a évoqué. Voilà, donc c'est une photo à l'instant T, ça n'obère pas du tout de ce qui sera fait à l'avenir. Alors après, je vais descendre un peu plus dans le détail. On va arriver à Golfech un peu plus précisément. Donc là, on a juste une slide qui donne un peu une vision, je dirais plus comme citoyen, celle-ci, de Golfech, donc qui est implanté donc, dans le 82, il faut le redire, dans le Tarn-et-Garonne, donc en Occitanie, à 4 km du Lot-et-Garonne, donc on est quand même très proche de la région voisine. Et effectivement, voilà, dans le périmètre des 20 km autour de nous, entre guillemets, nos riverains, vous avez 106 communes et 150 000 habitants. Voilà, c'est juste pour donner quelques éléments. Alors ensuite, on aime bien se présenter, je dirais, en mettant en avant nos atouts objectifs. Alors donc,
D'abord, dire que chacune de nos unités de production fait 1300 MW chacune. On a été mis en service dans les années 90, donc on arrive à nos 30 ans. On rappelle souvent que l'électricité produite par Golfech, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure, hein, donc c'est vraiment une électricité bas carbone. Et en complément, très important, c'était aussi rappelé par Sylvain, c'est qu'on est dans un mix énergétique et quand dans la région on a le solaire qui produit et l'éolien, eh bien il faut qu'il y ait une énergie qui s'efface et c'est le cas du nucléaire qui a cette capacité d'être pilotable, qui donc du coup peut s'effacer la journée et remonter en production la nuit si nécessaire pour, voilà, donc pour s'adapter aux autres modes de production. Voilà, donc ça, le bas carbone et l'aspect pilotage, c'est vraiment deux atouts objectifs de notre outil. Après, Sylvain l'a dit, en moyenne, sur une année, on produit 50% de ce qui est consommé, dans la région. Alors, si on donne quelques autres caractéristiques de notre usine, donc on a 30 ans, on était prévu à la conception pour en durer 40. EDF a déjà réalisé une très grosse partie des investissements, donc c'est l'objet entre autres du grand carénage, pour faire durer techniquement notre usine jusqu'à 60 ans. Donc il y a déjà eu 1 milliard d'euros qui ont été investis là, sur Golfech entre 2020 et 2025. Et donc ça, c'est pour donner des perspectives un peu dans le temps. Et puis après, pour mieux comprendre notre usine et notre industrie, il faut se dire que certes, on est une unité de production qui produit 24/24, donc ça, c'est quand même très intéressant. Et à côté de ça, on a des cycles d'arrêt. Tous les 18 mois, chaque unité de production s'arrête pour permettre de recharger du combustible, hein, parce que quel que soit le combustible, il s'use. Et donc, il faut le recharger. Et puis, on en profite aussi pour faire les travaux. Et ça, c'est intéressant parce que c'est là où il y a l'activité économique. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous de le comprendre, que finalement, là où il y a le plus d'activité économique, c'est quand la centrale s'arrête. Alors, ici, on a mis un petit schéma, une petite radioscopie de notre centrale, sans faire de détails, mais dans le bâtiment cylindrique ici en béton, donc on va dire c'est le bâtiment où se trouve le réacteur de la centrale, dans lequel il y a la réaction en chaîne dans l'uranium qui permet de produire, je dirais, la chaleur. Cette chaleur, elle est transférée ensuite sous forme de vapeur à haute pression et température dans une partie conventionnelle qu'on appelle, nous, salle des machines, et dans lequel, finalement, la vapeur fait tourner une turbine qui fait tourner un alternateur. Hein, ça, c'est très classique. Et on envoie notre énergie directement sur le réseau RTE français. Et puis, on a derrière un circuit de refroidissement qui est assez caractéristique. Hein, quand vous passez sur l'autoroute près de chez nous, vous le voyez, avec ces tours de 180 mètres de haut là, qui nous permettent d'assurer le refroidissement de la centrale. Et finalement, pour la petite histoire, il faut savoir qu'une centrale comme Golfech ne réchauffe l'eau de la Garonne que de 0,2 degrés. Voilà, donc, alors qu'on fait quand même 1300 MW électriques. Voilà, donc là, c'était juste pour bien vous présenter qui on est. Alors après, une fois que vous avez compris techniquement un peu qui on est, comment on fonctionne, c'est notre impact technique, enfin notre impact plutôt socio-économique. Alors, donc vis-à-vis de l'emploi, effectivement, on est le premier employeur industriel du Tarn-et-Garonne, avec 1000 personnes qui travaillent tous les jours chez nous. Donc sur ces 1000 qui travaillent tous les jours, l'ordre de grandeur, c'est 750-800 agents EDF et puis 200-250 sous-traitants ou partenaires ou prestataires, voilà, on les appelle de plusieurs façons, qui sont des entreprises qui sont sous-traitantes d'EDF, qui réalisent principalement de la maintenance.
Après, en termes de recrutement, sur 5 ans, vous voyez, c'est 300 personnes qui ont été recrutées. Donc ça reste quelque chose de tout à fait dynamique, en tout cas pour le territoire du 82 dans lequel sont faits ces recrutements. Et ça se fait sur une diversité de métiers qui est assez grande. Alors on ne peut pas tous les citer parce qu'au total, je crois qu'il y en a une bonne quarantaine. Mais dans les grandes familles, vous avez les emplois un peu spécifiques au nucléaire, comme ce qu'on appelle les opérateurs ou les techniciens qui conduisent la centrale. C'est un peu les pilotes, si on compare ça à l'aéronautique. Après, il y a des métiers très spécifiques au nucléaire, comme des chimistes, des essayeurs, des automaticiens en particulier. Et puis après, vous avez des métiers plus classiques qu'on retrouve dans l'industrie, comme les mécaniciens, tous les métiers du génie civil, tout ce qui tourne autour de la métallerie, métallurgie, enfin les chaudronniers, les tuyauteurs, et puis beaucoup de métiers aussi un peu plus dans le domaine de la logistique. Alors, tout ça, ça crée un impact économique qui n'est pas du tout négligeable pour la région, puisque, donc, comme je disais, lorsqu'on est en grand carénage, là, ce qui est le cas sur la période, donc il y a eu 1 milliard d'euros d'investis sur 5 ans. Notre objectif à nous, c'est d'arriver à avoir une redistribution au moins de 30% de ces dépenses sur le territoire, ce qui a été le cas, même plus, puisque sur les 5 dernières années, on a reversé 400 millions d'euros à des entreprises du territoire. Voilà. Après, ça représente à peu près 200 fournisseurs, pour donner un ordre de grandeur. Et quand on parle économie, on n'oublie jamais de citer le chiffre de la fiscalité de la centrale, qui est de 63, enfin autour de 60 millions d'euros par an. Donc voilà pour notre empreinte. Alors après, je voulais un petit peu détailler notre programme industriel. Alors notre programme industriel, il est très lié au moment où la centrale s'arrête. Donc quand on s'arrête, il y a un peu trois types d'arrêts ou trois durées. Alors soit on s'arrête pour des arrêts dits à simple rechargement, donc c'est 1 mois d'arrêt. Soit le deuxième type d'arrêt, c'est des arrêts qui vont durer 3 mois. Donc, globalement, on fait déjà beaucoup d'activités de maintenance. Et puis, tous les 10 ans, il y a des arrêts beaucoup plus chargés qui vont durer entre 5 et 6 mois et qui s'appellent chez nous, dans notre jargon, les arrêts décennaux. Alors, en nombre de personnes, pour vous chiffrer un peu, quand la centrale n'est pas en arrêt, c'est 1000 personnes. Quand on est sur des arrêts partiels, on monte à 1500. Et puis, quand on est sur des arrêts tous les 10 ans, c'est plutôt 2500. Voilà, donc ça, vous voyez, ça c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Donc, si on veut le programme de Golfech, le programme industriel pour donner de la vision, on a ici les 2 unités. Et puis, sur le calendrier, on peut le dérouler jusqu'à loin. Eh bien, on a une succession d'arrêts dont on sait déjà à quelle année ils vont tomber et de quel type ils seront. Voilà. Donc, du coup, ça permet, lorsqu'on travaille avec des industriels, voilà, d'avoir une vision à très long terme de notre activité. Et après, ça, si vous voulez, c'est le programme de maintenance courante de la centrale. C'est les programmes pour maintenir l'outil dans l'état où il est. Et à cela s'ajoute un programme de travaux que EDF a appelé le grand carénage. Là, le grand carénage, finalement, c'est une couche supplémentaire qui vient s'ajouter, qui a pour objectif, d'une part, de faire évoluer le niveau de sûreté des centrales, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une centrale, réglementairement, on a le droit de l'exploiter par tranche de 10 ans successives. Et tous les 10 ans, il faut prouver à notre autorité de sûreté que le niveau de sûreté s'améliore. Voilà, donc c'est un peu paradoxal, mais plus on vieillit, plus notre niveau de sûreté doit s'améliorer pour rejoindre les standards que sont aujourd'hui l'EPR. Donc ça nécessite du coup de faire des modifications beaucoup plus importantes de certains circuits. On va au-delà de la maintenance. On est sur du remplacement de composants, sur de la reconstruction partielle de circuits. Ça permet aussi de traiter la question de la durée de vie de la centrale, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on était sur des durées de vie initiales 40 ans. Donc si on veut dire 60, voire peut-être davantage.
il faut parfois remplacer complètement des gros composants. Donc, par exemple, aux 30 ans, on remplace les transformateurs d'énergie qui nous permettent d'envoyer l'électricité sur le réseau. On a remplacé entièrement le contrôle-commande de la centrale, qui était des automates programmables des années 80. On a remplacé ça par du contrôle-commande entièrement numérique. Donc, voilà. Tous ces gros chantiers, eh bien, ils se font autour des visites décennales. 2 ans avant, ça commence et ça se termine à peu près avec la dernière visite décennale. Et, donc, ça permet de traiter toutes ces évolutions. Et également de prendre en compte, et ça c'est très important dans le milieu nucléaire, ce qu'on appelle dans notre jargon le retour d'expérience internationale, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé les 10 dernières années au niveau mondial qui nécessiterait éventuellement de faire évoluer nos installations. Et c'est typiquement le cas de l'accident de Fukushima qui a conduit toutes les centrales de France à faire des modifications très importantes sur leurs centrales pour s'adapter à cette situation. Et ces modifications, on les a passées pendant les périodes dites de grand carénage. Voilà. Donc, ce transparent, il a pour objectif de vous faire comprendre qu'il y a les activités de base de maintenance qui sont calées à l'avance sur nos différents arrêts. Et globalement, tous les 10 ans, EDF rajoute une couche d'investissement centrée autour des visites des 10 ans pour prendre en compte un certain nombre de problématiques. Et il y en a une qui nous arrive, c'est la résilience des centrales aux évolutions climatiques. Et typiquement, pour Golfech, pour la 4e visite décennale, voire la 5e, il y aura des choses qui vont être faites pour ça, pour s'adapter au climat de 2050, au débit d'eau de la Garonne de 2050, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà dans quelle logique, finalement, on travaille dans une centrale nucléaire. Donc après, on peut descendre un peu plus dans le détail, mais sans se perdre, parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, sur le type d'activité, pour que vous essayiez de vous y retrouver un petit peu dans qu'est-ce qu'on voit dans une centrale nucléaire. Alors, dans une centrale nucléaire, vous avez des choses très centrées sur le process nucléaire. Ici, vous avez une photo avec ici la cuve du réacteur qui est ouverte, un environnement avec, où là vont travailler des entreprises très spécialisées. Et puis, à gauche, vous avez une photo d'un environnement industriel beaucoup plus standard, mais qui se trouve sur la centrale, où là, vous allez retrouver des choses, je dirais, qu'on retrouve dans d'autres types d'industries, et qui sont bien sûr tout à fait accessibles à des entreprises qui travaillent déjà dans d'autres secteurs et qui peuvent venir travailler chez nous. Hein, on voit des choses très simples autour des moteurs électriques, autour de pompes, autour de tuyauterie, de peinture, de tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de corps de métiers différents dans une centrale. Et donc, par ces photos, on essaie juste de vous les montrer, mais on n'est pas exhaustif. J'ai envie de dire, le message principal derrière cette photo, c'est de vous faire comprendre que, en tout cas, pour ce qui relève des centrales en exploitation, il y a beaucoup de choses qui sont sous-traitées, mais elles sont sous-traitées par des entreprises qui viennent faire des prestations de services chez nous. Et donc, il y a peu d'activités, on va dire, de fabrication ou de conception ou d'études. Voilà. Quand nous, on est un site à Golfech, on est un site en exploitation, on est une usine en exploitation. Donc, en fait, ce qu'on a besoin ici, c'est plutôt des entreprises de services qui sont capables de venir faire des prestations de services chez nous. Alors, les domaines sont très nombreux et variés, mais c'est important de bien préciser ça. Par contre, je vous rassure tout de suite, dans d'autres domaines, et en particulier dans le nucléaire neuf, c'est tout l'inverse. Il y a besoin de beaucoup d'entreprises qui font de la fabrication et du montage sur site. Voilà. Donc, on est un peu complémentaires. Ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Après, il faut quand même dire que dans le nucléaire, on ne fait pas que de la maintenance. Alors, on fait ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans le grand carénage. Vous avez ici, là, vous voyez la photo, là, je fais le tour avec ma souris. Ça, c'est un bâtiment de... Comment dire? C'est un diesel... oui, un générateur d'électricité d'ultime secours.
qui a été fabriqué suite à l'accident de Fukushima. Toutes les centrales ont dû en installer un par unité de production. Donc ça, c'est un chantier qui dure 2 à 3 ans, dans lequel il y a un énorme lot génie civil, hein, parce que là, vous voyez, c'est un bâtiment qui fait plus de 20 mètres de haut, avec à l'intérieur un diesel qui permet de produire de l'électricité. Il faut savoir que ce bâtiment, il est entièrement sur pilotis pour être capable d'encaisser un séisme très important, et il est surélevé de plus de 2 mètres pour pouvoir fonctionner même si le site est recouvert d'eau. C'est ce qui est arrivé à Fukushima. Donc là, vous avez l'illustration parfaite d'un ensemble de travaux neufs qui a été entièrement sous-traité, et pour lequel, là, on a sous-traité les études, la fabrication de tous les composants en usine, et après le montage sur notre site. Voilà. Donc là, ça adresse de suite beaucoup plus d'entreprises et qui sont très différentes de celles qui viennent faire la maintenance. Voilà. Donc c'est aussi pour vous dire que même sur les centrales, il y a quand même de la place pour des gens qui ne font pas que de la maintenance. Voilà. À gauche, ici, là, vous avez ici un ouvrage en béton qui était là depuis l'origine. Et puis, on est venu, au cours de la vie de la centrale, rajouter un circuit avec cette énorme tuyauterie là, un peu ocre, qui fait après plus d'1 kilomètre sur la centrale et qui est enterré. C'est pareil, on a fait appel à des entreprises pour faire ces installations-là. Donc, il y a aussi du génie civil, ainsi de suite. Voilà. Bon, après, autour des métiers traditionnels gravitent des métiers de logistique nucléaire ou traditionnels. Et puis, bien sûr, faut quand même rappeler qu'on est un site de 200 hectares avec 1000 personnes qui travaillent tous les jours. Donc, on a, comme tout le monde, beaucoup d'opportunités sur, entre guillemets, tout ce qui est tertiaire, qui est une famille à ne pas négliger pour l'activité économique. Alors, j'ai mis un transparent pour quand même vous démystifier ou vous amener des éléments objectifs sur ce que c'est que le travail en centrale, si il y a des questionnements ou des appréhensions par rapport au fait de travailler sous rayonnement ionisant. Donc, je ne vais pas avoir de parti pris. Simplement, ici, vous avez sur un petit schéma représenté. Alors, ici au milieu, c'est la dose que prend un individu, un travailleur qui bosse une année entière à la centrale de Golfech, par exemple. Il prend une dose de 1,20 millisieverts dans une année. Et ça se situe entre quelqu'un qui prend un avion et qui fait un Paris-New York 0,08, et puis quelqu'un qui passe une année chez lui et qui est soumis à la radioactivité naturelle du sol, hein, puisqu'elle existe. Donc, ça permet juste de replacer à sa juste valeur, finalement, l'impact de la radioactivité pour les gens qui veulent travailler dans notre domaine d'activité. Voilà. Sans parler de tout le suivi médical qui est extrêmement rigoureux. Mais je pense que ce cliché, il est intéressant, je ne le détaille pas plus. C'est une donnée objective, mais ça permet de bien poser les choses. Et puis, moi, je me dis toujours que quand on est une société qui envisage de travailler dans le nucléaire, à un moment, on se pose ces questions-là, ou on nous les pose, en tout cas. Donc, vous aurez aussi des éléments d'appréciation sur ce domaine-là. Donc là, on commence à se mettre dans votre peau d'industriel occitan qui se dit que ce serait bien de pénétrer le marché du nucléaire. Sylvain l'a dit, on a nos règles et on a nos standards pour pouvoir travailler dans ce domaine qui est quand même particulier et exigeant. Donc finalement, je vais vous dire un petit peu les différentes conditions qu'il faut pour travailler. Alors déjà, il faut comprendre que on va d'abord un peu parler de ceux qui veulent travailler sur la partie industrielle de nos installations. C'est quand même, je dirais là, qu'il y a la majeure partie des activités à réaliser. Donc, pour ceux qui veulent travailler en rang 1, c'est-à-dire avoir les marchés avec nous, EDF, en rang 1, pour cela, il faut être qualifié par EDF. Donc, être qualifié, ça veut dire que vous allez déposer un dossier, EDF va aller vous auditer pendant quelques jours. Et là, on va aller s'assurer que votre organisation de qualité, la façon dont vous gérez aussi les compétences de votre personnel, la formation de votre personnel, tout ce que techniquement vous savez faire, toutes vos références, tout ça, ça va être analysé pour voir si vous
savait répondre finalement aux exigences de la réglementation pour travailler dans le nucléaire, qui est en fait un peu plus exigeante que les normes habituelles. Voilà. Donc, cette qualification, elle doit être complétée par une certification CEFRI. Ça, c'est la certification qui est nécessaire pour vous s'assurer que votre entreprise sait gérer du personnel qui va travailler sous rayonnement ionisant. Donc là, on est typiquement sur est-ce que vous savez suivre votre personnel avec les visites médicales, les formations qui vont avec, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui est nécessaire pour l'entreprise. Être qualifié, être certifié. Après, il y a ce qui est nécessaire pour votre personnel. C'est-à-dire que pour que votre personnel puisse bosser chez nous, il faut d'abord qu'ils soient des professionnels de leur domaine, c'est un fait, mais il faut qu'ils soient aussi formés pour avoir des compétences dans le domaine de l'assurance qualité et de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Donc là, ça passe par des jours de formation. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça peut être fait en Occitanie. On a, en particulier à côté de Golfech, là, on a un outil qui va bien pour pouvoir former le personnel. Un outil, c'est un chantier école qui permet de réaliser ces formations. Donc j'ai mis des ordres de grandeur pour les durées. Et puis, le dernier point qu'on n'oublie quand même pas de dire, c'est que quelle que soit la personne qui travaille sur le site nucléaire, elle fera l'objet d'une enquête administrative de sécurité. Et donc, si la personne n'est pas un casier judiciaire qui est vierge, eh bien, ne pourra pas travailler sur la centrale. Donc, voilà quelques points un peu clés je dirais, de préalable pour pouvoir adresser des marchés en 1 à EDF. Alors, donc, ces préalables ne sont pas les mêmes si on est en fournisseur de rang 2 ou de rang 3. Et c'est là où c'est intéressant, parce que le système, notamment quand on est rang 2 ou rang 3, déjà, on n'a pas besoin d'être qualifié en direct par EDF. La qualification sera portée par le rang 1. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si le sous-traitant a du personnel qui va travailler sur rayonnement ionisant, là, il devra quand même être certifié. Alors, s'il ne veut pas être certifié, il pourra s'appuyer éventuellement sur l'association des prestataires du nucléaire, qui peut assurer pour lui cette prestation. Donc, on ne va pas y venir en détail ici, mais c'est possible. Voilà. Donc, le sous-traitant, il n'a pas besoin d'être qualifié. Par contre, son personnel doit être formé. Ça, c'est obligatoire. Et bien sûr, il devra faire les contrôles d'accès de son personnel. Voilà. Donc, on ne peut pas rentrer plus dans le détail là. Ça fait l'objet d'un webinaire complet là, que propose la CCI, où on y passe 1h30 pour bien tout détailler ça. Retenez quand même que si vous êtes intéressé pour travailler uniquement dans la partie tertiaire de nos installations, là, je veux dire, c'est grosso modo comme si vous travailliez dans une papeterie ou dans un supermarché. À la différence près, c'est que vous devrez juste avoir une enquête administrative, puisque vous serez obligé de rentrer sur le périmètre de la centrale, mais il n'y a rien de plus. Je vais un cran plus loin pour vous parler, je pense que c'est intéressant pour vous, des différents types de marchés que vous allez trouver en centrale nucléaire. Si vous essayez de vous projeter, je vais vous parler un peu des caractéristiques des marchés. Alors en gros, pour faire des catégories, quand on fait des activités de maintenance en centrale, la maintenance courante et les activités de logistique qui vont avec, là, c'est nous, centrale, qui allons passer les marchés. On est sur deux marchés spécialité par spécialité, donc des marchés de maintenance pour faire de la maintenance électrique, des marchés pour faire de la maintenance en mécanique, et ainsi de suite. On est très segmenté. On est sur des marchés de durée de l'ordre de 8 ans, donc des marchés quand même plutôt avec un engagement long. Ce marché, il est valable que pour la centrale de Golfech, entre Golfech et une entreprise de maintenance. Bien sûr, il faut être qualifié à EDF pour pouvoir, j'ai envie de dire, répondre aux appels d'offres et être attributaire d'un marché. Et dans ces marchés, c'est bien des prestations de services, j'insiste, pour des entreprises qui viendront physiquement sur la centrale travailler. Après, vous avez tout ce qui touche autour plutôt des marchés de modification de circuits ou d'installation de travaux neufs, voire de nucléaire neuf, j'aurais pu le rajouter, où là, ça ne sera pas la centrale de Golfech directement
qui sera votre donneur d'ordre, ça sera les centres d'ingénierie d'EDF, puisque ce sont eux qui sont chargés dans notre organisation de faire les études et les achats de tous ces travaux. Voilà. Donc, eux, ils ont plutôt comme habitude de travailler alors, également sur des marchés de plusieurs années. Et leur logique de base, c'est qu'ils vont passer des marchés pour faire le même travail sur toutes les centrales qui sont identiques en France. Donc, par exemple, la centrale de Golfech, qui est une centrale 1300 MW, eh bien, il y a à peu près, il doit y avoir 5 centrales qui sont identiques en France. Eh bien, lorsque les centres d'ingénierie vont passer un marché pour construire ce bâtiment-là, eh bien, ils vont passer le marché avec une seule entreprise qui va faire le boulot 5 fois sur 5 centrales différentes. Voilà, c'est ça le principe de base. Et comme ce travail est échelonné dans le temps, eh bien, les marchés ils vont durer pratiquement une dizaine d'années. Entre la première centrale qui va faire le boulot et puis la dernière, il peut se passer une dizaine d'années. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et du coup, également là, pour avoir ce type de marché, en rang 1 toujours, il faut bien sûr être qualifié auprès d'EDF. Voilà. Donc après, nos organisations achats, bon, c'est assez classique, hein, une organisation achat globale pour toute l'EDF, pas que le nucléaire, aussi l'hydraulique et tous les autres. On est sur le code des marchés publics et on a des pôles d'achat dédiés par spécialité sur les différentes régions. Alors après, je me suis mis un peu à votre place parce qu'on m'a demandé de regarder plus précisément comment la sous-traitance peut s'intégrer dans ces marchés qui sont passés soit par la centrale, soit par les centres d'ingénierie. Donc il y a plusieurs façons. Alors, objectivement, j'ai pris les deux cas. Alors, le cas d'un centre d'ingénierie qui passe par exemple un contrat, et là c'est un cas réel, pour installer cette grosse tuyauterie sur les centrales de Golfech. Donc elle a passé une commande avec une société qui est qualifiée au niveau national avec EDF. Et cette société, dans son organisation propre, elle a eu besoin, pour travailler sur ces différents tuyauteries, là, de faire appel à une petite société de Golfech qui a quelques ateliers ici, juste à côté, 2 km. Et la société de Golfech, elle n'est pas qualifiée du tout. Son personnel n'est même pas formé. Ils sont travaillés dans leurs ateliers. Et ils ont fait du soudage de butée mécanique, de la découpe de ces tuyauteries avant que la société qualifiée vienne les installer en toute sûreté et toute assurance qualité sur le CNPE. Donc ça, c'est un exemple réel qui s'est déroulé il y a 2 ans, où on voit que le rang 1 a fait appel que pour Golfech d'ailleurs, à ce sous-traitant de Golfech. Et s'il a fait la même modification ailleurs, il a dû se trouver un autre sous-traitant sur une autre centrale. Donc voilà un exemple concret réel. Après, vous avez d'autres cas de figure. Dans le nucléaire neuf ou même potentiellement dans une centrale, vous avez un centre d'ingénierie qui achète un groupe motopompe neuf à notre constructeur. Donc ça, c'est aussi un exemple réel. Donc vous voyez, c'est un sous-ensemble complet. Ce sous-traitant-là, lui, il est qualifié pour fournir à EDF, mais vous voyez que là-dedans, il a besoin de plein de pièces différentes. Aujourd'hui, j'ai mis sous forme de question, mais entreprise occitane capable de fabriquer des composants pour le constructeur, je pense sincèrement que la réponse est oui. Et du coup, à partir de là, il n'y a absolument rien qui empêche de se rapprocher du rang 1 pour pouvoir proposer des services et travailler en tant que sous-traitant pour fabriquer des sous-ensembles complets qui seront montés dans le nucléaire neuf ou sur les centrales. Et j'ai donné dernièrement à la CCI du 82 toute une liste de sous-traitants de rang 1 qui ont les marchés avec EDF, donc ce n'est pas du tout secret. Et vous pouvez tout à fait faire un travail de prospection auprès d'eux, et on vous y aidera sans problème. Voilà. Et puis le dernier cas de figure que j'ai déjà vu souvent aussi à Golfech, c'est la centrale, cette fois-ci, passe un marché de maintenance en soudage avec une entreprise qualifiée au niveau national. L'entreprise en question n'a pas assez de compétences pour passer des pics de charge.
eh ben, elle va faire appel à une entreprise de soudage régionale qui dispose de soudeurs qui doivent être compétents et qui doivent être formés au nuc. Mais le sous-traitant ici en région qui fait du soudage, il n'a pas besoin d'être qualifié avec EDF, il suffit qu'il ait des soudeurs qui soient formés avec nos formations et il peut tout à fait intervenir en sous-traitance. Donc voilà, j'ai essayé de vous détailler 2 ou 3 schémas de sous-traitance pour essayer de bien vous faire comprendre quelle réalité ça peut prendre. Alors, le seul cas que je n'ai pas prévu, mais on pourrait en parler, c'est lorsqu'un centre d'ingénierie sous-traite en rang 1, il sous-traite aussi l'ingénierie qui va avec, il sous-traite les études. Donc, les gens qui se font dans les études, c'est pareil, eh bien, il y a des possibilités de travailler pour nous, mais plus en direct avec les centres d'ingénierie. C'est eux qui sous-traitent les études ou une partie des études. Voilà. J'ai mis des liens utiles parce que pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est comment se faire référencer sur le portail achat du groupe. Et puis, très intéressant aussi, ici, vous avez un organigramme de tous les acheteurs du groupe par domaine. Donc, selon le domaine où vous bossez, vous avez une porte d'entrée aux achats pour pouvoir aller plus loin. Bon, on arrive un peu sur la fin. C'est pour vous donner des chiffres économiques clés, je pense. Alors, j'ai représenté à nouveau l'hexagone, là, ça se voudrait être la France avec la filière nucléaire. On retrouve le chiffre de 47 milliards d'euros, qui est le chiffre d'affaires global de la filière. Et moi, je vous ai détaillé EDF là-dedans. Alors, EDF ici, c'est tout EDF, enfin, toutes les entités nucléaires d'EDF, donc ces 19 centrales, les centres d'ingénierie, les centres qui font le nucléaire neuf, les entités qui font la déconstruction aussi. Eh bien, alors, je n'ai pas le chiffre global national, mais je sais par contre qu'en Occitanie, ça représente 140 millions d'euros par an de dépenses, qui sont donc facturées à des entreprises qui sont implantées en Occitanie. Alors ça, c'est les chiffres moyens depuis 4-5 ans, donc, et qui sont valables parce qu'on est en grand carénage à Golfech. Et ça se redivise après, en gros, les ordres de grandeur, c'est 80 millions d'euros par an autour de la zone Golfech, on va dire principalement 82-31, et le reste plutôt sur la part gare Rodania, voilà, qui sont des dépenses plutôt à direction de Tricastin. Voilà. Donc ça quand même, ça permet de voir que, bah voilà, on retrouve, tout à l'heure, je vous disais que nous, on avait injecté 400 millions d'euros par an sur 5 ans, c'est exactement cette partie-là. Voilà, donc ça donne des ordres de grandeur très concrets de ce qu'est la dépense en région. Alors après, on peut toujours compléter et ou peut-être rêver. Le coût approximatif du programme EPR, alors ça, on les trouve dans la presse, hein, c'est 70 milliards sur 7 ans. Donc, bien sûr, ces chiffres-là, ils ne sont pas intégrés actuellement dans les 47 milliards de la filière, hein. Donc, ça donne aussi une idée des chiffres actuels d'une part, mais du potentiel qui est lié au programme EPR quand même. Ça, c'est intéressant de l'avoir. Je vais terminer par des éléments beaucoup moins techniques, mais qui sont quand même bien d'échanger sur finalement les caractéristiques de ce marché que vous regardez aujourd'hui, le marché du nucléaire. Qu'est-ce qui le caractérise? Alors, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est un marché de long terme. Vous avez vu qu'à Golfech, on est entre guillemets seulement à milieu de vie. On a 30 ans, on a encore 30 ans d'exploitation. Avec le programme industriel que je vous ai présenté. Donc, c'est une industrie de long terme. Ensuite, l'autre caractéristique du nucléaire, surtout si on veut se diversifier, c'est un marché stable. Vous voyez, on connaît notre programme 30 ans à l'avance.
Et du coup, c'est un marché qui est indépendant des fluctuations de paramètres économiques divers, hein. On ne dépend pas du prix du pétrole, ni du coût de tel ou tel matériau. Nous, on déroule notre programme de maintenance, quoi qu'il arrive, puisque c'est de la maintenance qu'on fait préventivement. Donc, on a notre programme et on s'y tient, et il est même contractualisé en termes de volume avec l'autorité de sûreté nucléaire, hein. Donc, ça, c'est très intéressant. On a passé la crise de 2008 et puis on a passé le Covid. Bon, on s'est bien rendu compte qu'à chaque fois, pendant ces moments-là, on a beaucoup d'entreprises qui se retournent vers nous pour se dire, mais c'est intéressant le nucléaire parce que quand même, ça fonctionne à la même vitesse, y compris pendant les périodes de crise. Donc, ceux qui ont des billes dans le nucléaire, voilà, ça leur fait quelque chose de positif. Ensuite, on l'a peut-être pas évoqué, mais c'est un marché non délocalisable. Même si Sylvain a expliqué, c'est vrai qu'on peut aller travailler en Europe, mais en tout cas, le marché français, lui, il n'est pas délocalisable. Après, moi, ce que me disent souvent les entreprises qui travaillent avec nous, c'est que c'est un marché vitrine, c'est-à-dire que, surtout pour les PME, quand elles ont réussi à avoir des marchés chez nous et qu'elles ont passé les étapes de s'adapter à nos standards exigeants, hein, en termes d'assurance qualité, entre autres, après, elles sont extrêmement robustes pour aller adresser d'autres marchés et extrêmement crédibles. Donc ça, c'est toujours ce côté vitrine, on le dit souvent, c'est quand même quelque chose de recherché. Bon, après, la filière, je l'ai présentée au début, elle est structurée, je pense que c'est important. Et Pascal Joulin reviendra sûrement, mais l'autre point qu'on a voulu mettre en avant, c'est que vous ne serez pas seul si vous venez travailler à Golfech un jour ou dans le nucléaire. Voilà, il y a les associations de prestataires qui ont des permanents sur les sites nucléaires et qui sont là pour épauler les entreprises qui viennent travailler dans ce milieu-là, parce qu'effectivement, surtout au début, ben, il faut s'acclimater à ce travail dans ce nouvel environnement. Donc, vous ne serez pas seul. Voilà. Et après, donc, bon, j'espère que les points cités avant, ils vous ont fait briller les yeux. Et il faut être objectif. Il y a aussi les points qui vous font réfléchir, donc il faut les dire. Donc les points qui peuvent faire réfléchir, c'est effectivement, c'est un marché exigeant sur les compétences techniques déjà de vos personnels, sur tout ce qu'il faut en termes de formation, de qualification, et sur le fait de travailler dans l'environnement nucléaire. Donc il faut savoir le faire. Après, on est un marché un peu saisonnalisé, puisque les centrales nucléaires s'arrêtent quand même globalement de mars à octobre. Le reste du temps, on aime bien être sur le réseau pour produire. Quand on adresse différentes centrales nucléaires, ben, il faut avoir du personnel mobile. Donc ça, il faut quand même le savoir. Ça, c'est une caractéristique qu'il ne faut pas négliger. Et puis, bah, ça peut être un marché qui est potentiellement long à pénétrer. Et du coup, il faut de la constance de la vision, quoi. Voilà, faut se donner du temps et il ne faut pas lâcher l'affaire. Après, une fois qu'on est rentré, on est sur des perspectives longues. Mais bon, si on est opiniâtre, il n'y a pas de souci. Il y a des exemples réguliers de gens qui y arrivent. Voilà, donc j'ai envie de dire que le dernier point qu'on voulait dire, et ça fera la transition, Oui. c'est Monsieur Julien, oui, il vous reste 2 minutes parce qu'on a c'est ça. quelques interventions encore et puis il y a beaucoup de questions. Donc voilà, Voilà. voilà. Merci. D'accord, donc du coup, ça fera la transition, parce que le nucléaire neuf, je vais pas le PR, on va garder pour les questions. Je vais rester sur ce transparent, juste pour vous dire que, également, pour accompagner euh, les gens qui veulent rentrer dans le nucléaire, en fait, EDF est proactif pour favoriser l'entrée d'entreprises du territoire sur notre domaine d'activité. Tout simplement parce que voilà, on est une industrie à risque, et pour être accepté durablement dans notre territoire, forcément, il faut renvoyer l'ascenseur, hein, je vais le dire comme ça de manière simple, et le territoire nous accepte comme une activité à risque, mais il faut aussi lui aider à se développer, et en particulier sur le domaine économique, sur le domaine de l'emploi et sur le domaine de la formation. Donc du coup, on s'est mis en ordre de bataille il y a déjà 5 ans pour travailler avec les services de l'État, avec les acteurs du développement économique et les CCI
je dirais, en tout premier lieu, tout ce qui tourne autour des acteurs de l'emploi aussi. Donc, notre partenaire principal, c'est France Travail, mais pas que. Et puis, bien sûr, l'association des prestataires du nucléaire, qui s'appelle le GIE Atlantique. Voilà, donc on a une organisation, et finalement, on a eu des résultats encourageants, puisque on a déjà fait 300 recrutements en 5 ans sur Castres-Sarrazin, Agen, Moissac. Et puis voilà, je le redis, on a injecté 400 millions sur la période. Donc voilà pour en synthèse. Alors voilà, c'est frustrant parce que dans le temps qui nous est imparti, on est forcément un peu enveloppe. Et j'espère que ça suscitera plein de questions parce que c'est ça qui est bien, au moins. On est sûr, quand il y a une question, de répondre à une attente. Voilà, merci de votre attention, en tout cas, et puis à disposition pour la suite. Merci Monsieur Julien, c'était vraiment très intéressant avec beaucoup de données. Il y a pas mal de questions dans la conversation. Peut-être Sylvie, est-ce que tu as noté quelques questions qu'on pourrait poser peut-être à Monsieur Julien, sachant que Monsieur Vidal est parti, hein, donc comme il l'avait dit. Avant de passer donc aux présentations de Pascal Joulin et Angélique Guéral, donc sur l'accompagnement qui est proposé par les CCI. Donc du coup, je te laisse peut-être la main. Oui, alors il y a une première question, Christian, c'est à quel centre d'ingénierie est rattaché Golfech? Alors, en fait, Golfech n'est pas rattaché à un centre d'ingénierie particulier. Il y en a deux principaux qui font, comment dire, des dossiers d'achat pour des travaux qui se font à Golfech. Il y en a un qui se situe à Marseille, qui s'appelle la DIPDE. Donc là, on pourra donner très facilement les coordonnées à la CCI qui vous fera passer. Et puis, il y en a un autre qui se situe à Tours, qui s'appelle le CNEPE. Et pour faire simple, en gros, celui de Marseille, il est plutôt là pour spécifier les chantiers qui ont une connotation nucléaire, entre guillemets, et celui de Tours, un peu plus sur la partie conventionnelle. Voilà, pour faire simple, mais c'est les deux principaux. Et les autres centres d'ingénierie du groupe sont plutôt orientés nucléaire neuf, on va dire. OK, OK. Très bien. Alors je vois que le temps, on est à 12h20. Les autres questions, c'est des questions un petit peu plus personnelles, je dirais liées à des entreprises. Donc est-ce qu'il serait possible peut-être, Christian, de te faire passer les questions et d'y répondre, voilà, pour laisser le temps et pour qu'on puisse terminer à 12h30 comme prévu? D'accord. Flavien, ça te va comme ça? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, Oui, on transmettra les présentations à l'ensemble des participants voilà. et en même temps, on répondra aux questions aux personnes qui les ont posées. OK, Oui, oui, pas tout de à fait. souci. Parce qu'on a mis quelques éléments de réponse, mais pas tout. Et j'ai vu qu'il y avait des questions voilà, liées à des technologies particulières. Donc on fera des réponses beaucoup plus personnalisées. Mmh. Très bien. OK. Ouais, Merci en tout cas. Donc, merci. je vais passer la parole à Pascal, donc Pascal Joulin, qui est directeur de projet à la CCI Normandie, donc région industrielle et bien dotée dans le domaine du nucléaire. Donc, il va évoquer un peu l'accompagnement qui est fait là-bas. Je t'en prie, Pascal, si tu peux prendre la main. Bonjour à toutes et tous. Donc, je pense que j'ai la main. Vous m'entendez Oui, bien? très bien. Et tu passes les slides ou c'est moi qui le fais? C'est toi, normalement, tu as pris la main, vas-y, Ok. Alors, attends. si ça fonctionne. Ok, voilà. Donc, Ça moi, marche. mon message, il va être assez clair. Et merci aux intervenants précédents, M. Vidal et M. Julien, sur leurs interventions, parce que c'est extrêmement intéressant. Vous l'avez compris, c'est complexe. Et donc, on avance avec EDF dans un cadre qui est conventionné. Vous l'avez aussi compris, il y a des opportunités en territoire et il y a surtout des opportunités à l'extérieur du territoire, même si, et vous ne l'avez pas mentionné, mais il me semble qu'il y a dans les cartons une proposition de programmation de PR2 à Golfech dans les prochaines programmations, pas celle de budget, celle de Graville et celle de Panly, mais dans les programmations à venir. Donc, il y a les opportunités aujourd'hui, les opportunités demain. Je disais un cadre conventionné et des opportunités qui sont un petit peu partout dans le domaine. Hop là, pourquoi c'est parti si loin? Je sais pas. Hop, je reviens. Toc, toc, boum, hop. Voilà. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est un dispositif d'accélération qui est porté par les chambres de commerce. Vous le disiez, aujourd'hui, on a 3000 entreprises qui sont dans le sillage de la filière nucléaire et il y en a 1900 qui sont inscrites sur CCI Business nucléaire. Pour les entreprises, aujourd'hui, CCI Business représente quand même quelque chose d'important
pour pouvoir vous référencer. Les chambres de commerce, on parlait du GU Atlantique, on parle d'EDF, travaillent ensemble sur l'ensemble des éléments qui vous permettent de vous positionner en rang 2, 3 et potentiellement en rang 1 avec les certifications utiles dont on a parlé. On a parlé de l'UTO, on a parlé de l'ISO 19443. L'acceptabilité, la sensibilisation, le référentiel avec une cartographie dynamique qui vous permet d'identifier les acheteurs, des diagnostics pour pouvoir muscler votre compétitivité et de l'accompagnement et qui peut s'appeler en Occitanie Fab Lab. Et je dois faire un éclairage sur ces sujets-là parce que c'est important. Donc, votre présentation sur un annuaire pour être identifié, des rencontres régulières pour pouvoir effectivement avoir accès à 12 500 fournisseurs sur CCI Business, les conditions d'accès au marché, vous l'avez rappelé, mais pas forcément en détail, mais aujourd'hui, on donne ces éléments de calendrier, on donne de la perspective aux entreprises et on informe régulièrement sur l'évolution des normes et des nomenclatures. Et enfin, des organisations en territoire pour faire ce qu'on appelle du matching, ce que vous avez déjà fait dans le cadre du grand carénage sur Golfech, mais qui doit se poursuivre dans le temps. Donc en fait, cet accélérateur permet de franchir l'ensemble de ces étapes-là. Et moi, mon propos, il va être très simple. L'accélérateur normand, on l'a lancé il y a 3 ans maintenant. Vous parliez de 30% de retombées économiques en territoire sur Golfech. Le projet EPR2 aujourd'hui, qui est un projet qui est en train de se construire. Donc aujourd'hui, on est en VRD, on est en stabilisation du sol, on est en arasement de la falaise, on est sur des systèmes d'accès. On a déjà 76% de retombées économiques locales en territoire. Il y a une vraie volonté d'EDF affichée pour pouvoir effectivement muscler l'ancrage territorial. Pourquoi dans une logique effectivement de massification, de compétitivité et du calendrier, ça c'est le premier élément. Dans une logique aussi de décarbonation, puisque EDF est engagé dans un programme de décarbonation et les circuits courts font partie de la décarbonation, donc l'ancrage territorial est extrêmement important sur ce sujet-là. Et puis parce que aujourd'hui, chaque mois, vous ayez ça en tête, chaque mois, on a à peu près 100 à 150 personnes en plus qui viennent travailler sur le PR2 de Pandy. On est aujourd'hui à 750 personnes en physique et chaque mois, on a 150 personnes qui viennent en plus. Alors des Normands, bien entendu, mais pas que, puisqu'en fait, on sait que pour pouvoir construire le PR2 de Panly, si on fait la somme de ce qui est la sous-traitance industrielle disponible en Normandie, on arrive à 25%. Donc on est bien sur une construction qui est locale à dimension nationale. Ces marchés sont pour vous. Ces marchés sont pour vous. On le disait, les 700 rang 1, ou en tout cas ceux qui sont identifiés dans le cœur, c'est pas eux qui vont construire, ce sont eux qui vont être effectivement en première ligne, mais derrière, ils ont besoin d'une chaîne de sous-traitance, rang 2, rang 3. Et rapidement, je vous projette effectivement que nous, on a en projet, en parcours d'accélération, depuis l'inscription sur la plateforme CCI Business, qui, je le rappelle, est gratuit pour les entreprises, la partition à un certain nombre d'événements, le webinaire d'aujourd'hui en fait partie, des diagnostics de diversification marché, des diagnostics nucléaires, des diagnostics métiers, RH, stratégiques, pour vous accompagner dans le positionnement, comme le disait Monsieur Julien, sur effectivement les caps à franchir. Le dispositif qui s'appelle Fab Lab, Lab nucléaire, pardon, en Occitanie, qui permet effectivement de centrer tout ça, des contacts privilégiés avec EDF et au business. Et là, vous avez des entreprises qui sont échafaudage, ingénierie, couverture, mécanique, chaudronnerie, qui ont franchi l'ensemble de ces étapes en 2024. Donc, elles sont 23 à être entrées dans le nouveau panel. Et dès aujourd'hui, on a déjà 15 nouvelles entreprises qui sont inscrites dans notre parcours. Le panel, c'est effectivement franchir 1, 2, 3, 4, 5 de ces étapes jusqu'à la transformation du business. Donc, il y a un vrai engagement d'EDF de travailler en local. Il y a un parcours aujourd'hui qui est établi. Ce parcours d'accélération 2024 qui est normand, il est aujourd'hui accessible en Occitanie avec le lab nucléaire porté par Marie-Angélique et par les équipes de Flavien. Et donc, c'est possible pour vous. Et j'arrêterai mon intervention là parce qu'il est 26 et je crois que derrière, vous avez des choses à vous raconter. Moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin, bien entendu. Merci.
Merci Pascal. Oui, effectivement, pour ta présentation. Et on a des choses encore à présenter, notamment ce qui se passe en Occitanie et l'accompagnement qu'on est en train de construire et de proposer aux entreprises qui veulent aller plus loin sur cette filière nucléaire. Alors, c'est sous la forme d'un accélérateur qui va proposer de la sensibilisation de l'information via des réunions d'information, des webinaires comme aujourd'hui, et puis des ateliers thématiques, une animation d'une communauté, on vient d'en parler sur CCI Business, un accompagnement plus complet, donc Angélique va en parler tout à l'heure, et l'organisation de rencontres B2B dans le cadre de salons professionnels comme Intersud Béziers, le CIAN Toulouse. Donc je vais passer directement la main, et la parole plutôt à Angélique, et puis la main aussi pour qu'elle puisse avoir la main sur la présentation. Donc Angélique qui est chargée de développement économique filière nucléaire de la CCI Tarn-et-Garonne, et donc qui va nous présenter le Lab nucléaire notamment, qui est une initiative de la CCI 82 et qui est régionalisée, donc qui est accessible et proposée à l'ensemble des entreprises de l'Occitanie. Angélique, à toi. Oui, bonjour à tous. Comme Flavien vient de dire, je suis chargée de développement économique à la CCI Tarn-et-Garonne sur la filière nucléaire. Notre but étant d'aider les entreprises du territoire à devenir sous-traitants de la centrale ou sous-traitants des rangs 1. Pour cela, on a mis en place plusieurs actions qui vont être demain régionalisées. Donc, la première action qu'on a mis en place, c'est le Lab nucléaire. Qu'est-ce que le Lab nucléaire? C'est une formation à destination des chefs d'entreprise qui a une durée de 12 mois à raison d'une demi-journée par mois pendant 1 an. Et on devrait le lancer sur le second semestre 2025. Donc, le contenu de ce lab, c'est quoi? On est parti sur plusieurs sujets. Donc, la compréhension globale du nucléaire avec voilà, l'introduction à son fonctionnement, les différents acteurs majeurs du nucléaire et les défis du secteur. Ensuite, il y aura une autre partie sur les certifications et normes de qualité. Donc, c'est un peu ce que Christian Julien vous a expliqué tout à l'heure, mais effectivement, il y aurait beaucoup plus de choses à dire si on avait plus de temps. C'est pourquoi on a fait des modules sur ça, sur le lab nucléaire. Donc, voilà, quelles sont les certifications à passer pour les entreprises qui veulent rentrer dans cette filière-là, quelles sont les assurances qualité, etc. Il y a aussi toute une partie sur les formations et compétences. Quelles sont les compétences à détenir pour pouvoir travailler dans le secteur nucléaire? Quelles sont les formations à faire à vos salariés? Et ensuite, toute une partie réponse aux appels d'offres, parce qu'on s'est rendu compte aussi que répondre aux appels d'offres, c'était pas très évident, notamment dans la filière nucléaire. Donc voilà, vraiment essayer de vous accompagner au mieux sur cette réponse aux appels d'offres. Donc le lab nucléaire s'appuie sur plusieurs intervenants où on fait intervenir beaucoup de nos partenaires. Donc le GIE Atlantique, dont Christian Julien vous a parlé tout à l'heure. Beaucoup d'intervenants aussi de la centrale de Golfech. Il y aura aussi des acheteurs EDF, des cabinets de conseil spécialisés en réponse aux appels d'offres. On aura aussi des gros sous-traitants. On aura des entreprises locales aussi qui viendront témoigner de leur expérience, des organismes de formation et des organismes aussi de certification type MAS. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire sur le lab nucléaire? Donc, c'est un coût de formation à 1 800 € par personne, avec un financement possible, bien sûr, par votre OPCO. Donc, pour toute demande d'inscription, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, vous avez mon adresse mail et mon numéro qui s'affiche ici. Et puis, on vous enverra la présentation de toute façon suite à ce webinaire. Donc, vous aurez aussi les éléments par mail. Donc le lab nucléaire est une des actions qu'on a mis en place, mais on a mis aussi en place d'autres choses. On fait régulièrement des ateliers nucléaires sur différents thèmes à chaque fois. Dans les ateliers nucléaires, c'est des demi-journées. On en fait à peu près un par trimestre environ. Donc là, le prochain aura lieu le 3 avril 2025 à la CCI de Montauban, de 9h à midi. C'est sur des demi-journées à chaque fois. Et là, en fait, le thème,
c'est devenir acteur de cette filière d'avenir, témoignage d'entreprises locales, où on fait intervenir 3 entreprises locales, donc Monsieur Veil, fondateur de l'entreprise Veil, la société d'Artus Levage et la société ID Marquage. On a pris un panel d'entreprises qui sont plus ou moins grandes pour que vous puissiez voir que vraiment toutes les entreprises peuvent être représentées sur une centrale, de la plus petite, parce que ID Marquage est une entreprise de une personne, à la plus grande. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire que tout le monde croit que pour rentrer sur la filière nucléaire, il faut être une grosse entreprise très staffée, mais en fait, des petites entreprises peuvent aussi y rentrer et que tout le monde a sa place. Voilà, donc le bulletin d'inscription est aussi sur la présentation, aussi sur le chat de la réunion. C'est une inscription libre. Voilà. Et les 2 autres choses aussi que la CCI propose, c'est des diagnostics nucléaires. Donc là, en fait, on vient sur vos sites et on vient établir avec vous un diagnostic. Donc, bon, bien sûr, transverse, surtout ce qui est management RH, management de la qualité, management de la sécurité, et où en fait, on fait un focus spécifique sur la filière nucléaire pour voir où vous en êtes de votre maturité à vous diversifier dans ce secteur et essayer de mettre en place avec vous un plan d'action pour pouvoir cibler au mieux vos attentes et vos besoins et essayer de vous faire rentrer sur cette filière-là. Et on met en place aussi, enfin on a mis en place depuis quand même quelques années maintenant, les visites de la centrale de Golfech qui sont aussi gratuites et à destination des entreprises. Ces visites, en fait, elles ont vraiment pour but de vous présenter le fonctionnement, certes, d'une centrale nucléaire, mais aussi que vous puissiez voir la grandeur du site, l'immensité du site et tout ce qu'il y a dessus, tous les métiers aussi qui sont représentés sur cette centrale et toutes les contraintes aussi, il faut le dire, qui sont liées à cette centrale, c'est-à-dire les temps d'accueil à l'entrée. Voilà. Donc, la prochaine date de la visite, là, c'est le 3 juin 2025. Alors, attention, les places sont vraiment très limitées et elles partent plutôt vite. Donc là, vous voyez, les dates de mars et avril, mai sont déjà complètes. Donc, la prochaine date où il y a encore des places, c'est celle de juin. Donc, pareil, pour toute inscription, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour toute demande de rendez-vous concernant les diag nucléaires, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Voilà pour ce qui est de l'accompagnement de la CCI Tarn-et-Garonne. Ah oui, non, pardon. Dernière chose, CCI Business Occitanie, voilà, je vous conseille vraiment de vous y référencer dessus. C'est un référencement gratuit qui prend à peu près 20 à 30 minutes maximum et où au moins vous aurez accès à tous les appels d'offres des grands acteurs du nucléaire. Voilà, donc je tiens juste à terminer sur le fait que tout ce que je viens de vous présenter, c'est les accompagnements de la CCI Tarn-et-Garonne, mais que ces accompagnements vont être régionalisés. Donc, s'il y a des entreprises qui sont sur d'autres territoires et qui sont intéressées par tous les produits qu'on vient de vous proposer, n'hésitez pas à nous contacter et bien sûr, on vous redirigera vers vos CCI, vers les interlocuteurs dédiés dans vos CCI. Merci à vous. Merci Angélique. Effectivement, donc la présentation de la CCI Tarn-et-Garonne, c'est une présentation pour l'ensemble du territoire de l'Occitanie et on vous fera parvenir dans les éléments qu'on va vous envoyer par mail à l'issue de ce webinaire, la liste des conseillers de votre CCI que vous pourrez contacter pour plus d'informations. Et puis de toute façon, vous allez retrouver sur la plateforme CC Business qu'on vous a présentée, effectivement la possibilité d'être visible sur cette plateforme, d'avoir des informations sur les appels à projets, les appels d'offres, mais également sur toutes on va dire les agendas, les événements qu'on va faire, les webinaires, les ateliers, les accompagnements qui vont vous être proposés, enfin voilà. Donc c'est une communauté qui permet de faire passer beaucoup d'informations, voilà, et puis aussi beaucoup d'informations sur la filière nucléaire, pas que en Occitanie. Vous avez vu que c'était un petit peu partout en France, avec ce que a présenté Pascal Joulin. Donc effectivement sur Aura, sur la Bretagne, sur la Normandie, enfin la Bretagne, il n'y avait pas trop de centrales, pardon.
mais enfin, ils ont quand même une activité, sur les Hauts-de-France aussi. Enfin, voilà, donc il y a énormément de perspectives, j'imagine. Donc voilà, restez informés sur la plateforme CC Business. Donc merci à nos intervenants. C'était vraiment Avec plaisir. très passionnant. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas répondu, mais on s'engage à y répondre et à essayer de vous donner voilà, au moins des premiers éléments de réponse. Donc on verra ça avec Christian Julien et avec nos autres intervenants. Merci beaucoup et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end. Très bien. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.